Lundi 14 heures. Marie Dubois monte les escaliers du manoir, ses produits de nettoyage à la main, en écoutant un son déchirant, le cri désespéré de 2 bébés qui résonne dans toute la maison. À 25 ans, Marie travaille comme aide ménagère depuis 3 semaines dans ce manoir, mais elle ne s'est jamais habituée à cette souffrance. Les jumelles pleurent depuis 3 heures d'affilée aujourd'hui. Hier, c'était 5 heures, avant-hier 6. Sainte Vierge, ces petites créatures, murmure-t-elle, en s'arrêtant sur l'escalier pour essuyer la sueur de son front. Alexandre Tremblay apparaît dans le couloir, l'air d'un homme perdu. À 34 ans, cet homme d'affaires millionnaire semble avoir vieilli de 10 ans au cours des dernières semaines. Ses cernes sont profonds, ses cheveux sont en désordre, et il marche comme un fantôme. « Attendez, monsieur !» lui crie Gisèle, la gouvernante, qui arrive en courant. Cela fait plus de 2 mois qu'il ne dorme pas bien. Plus de 2 mois. Gisèle, une dame de 50 ans qui travaille pour la famille depuis 20 ans, secoue la tête avec peine. Elle note toujours tout ce qu'elle voit dans la maison dans un vieux carnet. « Monsieur, vous aussi vous avez besoin de repos. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. »« Me reposer ?» Alexandre rit sans entrain. « Comment pourrais-je me reposer en entendant mes filles pleurer de cette façon? Quel genre de père suis-je » Gisèle. Marie s'arrête de monter l'escalier. La douleur dans la voix de cet homme la bouleverse. Elle a perdu un bébé il y a 1 an, à 4 mois de grossesse. Elle sait bien ce que c'est de voir une créature souffrir. Alexandre prend le téléphone, les mains tremblantes. « Docteur, c'est encore Alexandre Tremblay. Je sais que je vous ai déjà appelé ce matin, mais mes filles sont terribles. Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. » La voix au téléphone dit quelque chose qui rend Alexandre encore plus nerveux. « Comment ça, vous ne savez plus quoi faire? Des pédiatres, des neurologues, des spécialistes de la petite enfance sont déjà venus. J'ai dépensé plus d'argent que je n'en ai, et rien ne fonctionne. » Il raccroche et frappe le mur de son poing. « Alexandre !» Gisèle court vers lui. « Vous ne pouvez pas vous blesser aussi. C'est inutile, Gisèle. Je suis un père inutile. Je ne peux même pas faire en sorte que mes propres filles arrêtent de pleurer. » Marie observe tout, le cœur serré. Elle n'avait jamais vu un homme aussi anéanti. Sa douleur est réelle, crue, et fait mal à l'âme. Les pleurs des jumelles deviennent encore plus forts depuis leur chambre. Isabelle et Sophie, 3 mois de vie, luttent contre quelque chose que personne ne parvient à comprendre. « Si elle ne s'améliore pas bientôt, je n'en peux plus », murmure Alexandre d'une voix brisée. 15 heures. Alexandre sort en courant de la maison, portant les 2 bébés dans leurs poussettes. « Je retourne à l'hôpital », crie-t-il à Gisèle. « Elles ont de la fièvre à force de pleurer. » Le portail du manoir se referme, et la maison redevient enfin silencieuse. Marie soupire, soulagée, non pas par le travail, mais parce que ses petites ont eu un moment de paix. « Pauvre petite », murmure-t-elle en finissant de monter pour nettoyer l'étage. Arrivée devant la porte de la chambre des jumelles, elle s'arrête là. L'air sent encore le bébé mêlé à la médecine. 2 petits berceaux, des décorations roses et bleues, des jouets qui ne servent jamais parce que les filles ne cessent jamais de pleurer pour jouer. Marie sait qu'elle ne devrait pas entrer. Alexandre est très strict sur qui peut toucher la chambre de ses filles, mais quelque chose l'attire à l'intérieur. Elle prend une petite robe, rose avec des dessins de lapins, la serre contre sa poitrine et ferme les yeux. Le souvenir du bébé qu'elle a perdu revient comme un coup de poignard. « Mon petit ange », murmure-t-elle, « si tu étais né, tu aurais le même âge qu'elle. » 1h30 plus tard, le bruit du portail l'attire de sa rêverie. Alexandre est de retour. Marie court pour sortir de la chambre, mais se cogne le pied contre la commode et fait tomber un flacon de parfum. « Oh mon Dieu !» Elle se penche pour ramasser les morceaux quand elle entend des pas dans l'escalier. Les médecins ne savent plus quoi faire. Alexandre crie à Gisèle. Ils ont dit qu'elles sont en bonne santé, mais elles n'arrêtent pas de pleurer. Il entre dans la chambre, portant Isabelle dans ses bras. Le bébé est rouge d'avoir tant pleuré. Son petit visage est gonflé, ses poings serrés. « Papa ne sait plus quoi faire, ma petite fille », murmure-t-il en berçant la fillette avec tendresse. Papa est perdu. Sophie dans la poussette pleure aussi, un son aigu qui perce les oreilles. C'est alors que quelque chose d'inexplicable se produit. Marie, toujours accroupie, ramassant les morceaux de verre, regarde Isabelle et sans réfléchir tend les bras. « Puis-je la prendre un petit peu ?» Alexandre, à bout de fatigue, n'y pense pas à 2 fois. Il met le bébé dans les bras de Marie. Le silence est immédiat. Isabelle cesse de pleurer comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Ses petits yeux gonflés s'ouvrent et se fixent sur le visage de Marie. Un regard curieux, tranquille. « Quoi ?» Alexandre reste bouche bée. Sophie dans la poussette. Elle aussi cesse de pleurer.
Elle tourne sa petite tête vers sa sœur et vers Marie, comme si elle comprenait que quelque chose avait changé. « Tranquille, ma petite », murmure Marie en berçant doucement Isabelle. « Qu'est-ce qui te dérangeait ?» Le bébé ferme ses petits yeux et pour la première fois en plus de 2 mois, s'endort vraiment. « Je n'arrive pas à y croire. » Alexandre prend Sophie de la poussette. La fillette se calme immédiatement lorsqu'il la rapproche de Marie. « Comment avez-vous fait ?»« Je ne sais pas, monsieur Alexandre. J'ai juste senti que j'avais besoin de la prendre dans mes bras. » Gisèle apparaît à la porte et manque de s'évanouir. « Sainte Vierge, comment avez-vous réussi ?» Ces petites ne s'arrêtent pas de pleurer, même quand elles dorment. Mais Alexandre le voyait déjà. Il était là, témoin de l'impossible devant ses yeux. « Marie, murmure-t-il, ça fait 3 mois que je cherche une réponse. J'ai dépensé une fortune avec les médecins et vous. Elles dorment, complète Marie, les yeux larmoyants. Elles dorment vraiment. Les 3 restent là en silence, regardant les jumelles dormir tranquillement pour la première fois. Isabelle dans les bras de Marie, Sophie dans les bras de son père, mais collée à l'aide ménagère. C'est alors qu'ils entendent des pas déterminés dans l'escalier, des pas qui glacent le sang de tous. « Alexandre !» Une voix féminine résonne dans le couloir. « Je suis arrivé pour la consultation des petites. Dre. » Valérie Desjardins apparaît à la porte de la chambre, l'air d'une personne qui a toujours le contrôle. À 38 ans, elle est du genre à imposer le respect rien qu'en entrant dans une pièce. Blouse blanche immaculée, cheveux relevés en un chignon parfait, posture droite de celle qui ne perd jamais le contrôle. « Alexandre, comment vont les petits ?» Elle s'arrête au milieu de sa phrase en voyant la scène. Les jumelles dorment, Alexandre sourit pour la première fois depuis des mois, et une aide ménagère porte Isabelle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Valérie, » murmure Alexandre, en essayant de ne pas réveiller les bébés. « Vous n'allez pas croire ça. Elles ont enfin dormi. Marie a réussi à les faire dormir. » Le sourire de Valérie se fige sur son visage. Cela fait 3 ans qu'elle s'occupe de cette famille. 3 ans depuis que la femme d'Alexandre est morte en couche, 3 ans à construire une relation, à attendre le bon moment pour se rapprocher de lui de manière plus intime. Et maintenant, une simple aide ménagère arrive et fait ce qu'elle, une docteure diplômée, n'a pas réussi à faire. « Alexandre, » dit-elle d'une voix contrôlée, « puis-je vous parler 1 minute dans le couloir ?»« Mais Valérie, regardez-les, elles sont si calmes. » « Dans le couloir, s'il vous plaît. » Alexandre perçoit le ton sérieux et fait signe à Marie de rester avec les bébés. Il sort de la chambre derrière la docteure. « Alexandre, vous rendez-vous compte de ce qui vient de se passer ?» Valérie parle à voix basse, mais avec une rage contenue. « Quoi ? Elle a fait dormir mes filles, Valérie, pour la première fois en 3 mois. Et quelle est la formation de cette femme? Savez-vous si elle n'a pas une maladie? Savez-vous si elle n'a rien fait de dangereux ?» Alexandre fronce les sourcils. Il n'y avait pas pensé, Valérie. Elle a juste pris Isabelle et... Alexandre, je suis pédiatre depuis 15 ans. Je sais à quel point ces situations peuvent être risquées. Les bébés de 3 mois sont très fragiles. N'importe quelle erreur peut causer un problème grave. Mais elles vont bien, Valérie. Regardez comme elles dorment tranquillement. Pour l'instant. Mais, et si c'était un effet chimique? Et si quelque chose leur est arrivé sur la peau? Et si c'est quelque chose qui va leur faire du mal plus tard? Les paroles de Valérie plantent une graine de doute dans l'esprit fatigué d'Alexandre. Il a toujours fait confiance à ce qu'elle disait. Valérie a sauvé les jumelles quand elles sont nées prématurément. C'est une professionnelle respectée, amie de la famille depuis des années. Dans la chambre, Marie berce Isabelle, qui dort profondément. Gisèle observe Sophie, qui repose aussi tranquillement dans sa poussette. « Jeune fille, » murmure Gisèle. « Comment avez-vous fait ?»« Je ne sais pas, Madame Gisèle. J'ai juste senti que je devais aider. En 20 ans de travail ici, je n'ai jamais vu ça. Ces petites ne s'arrêtent pas de pleurer, même quand elles dorment. Et maintenant, regardez-les. » Elle pointe les bébés qui dorment vraiment, respiration calme, petit visage détendu, petites mains ouvertes. « C'est un vrai miracle, » complète Gisèle. Dans le couloir, Valérie continue de semer le doute. « Alexandre, je comprends votre désespoir, mais en tant que médecin, je ne peux pas permettre qu'une personne sans formation ait un contact direct avec des bébés aussi petits. C'est une question de responsabilité. Mais Valérie, imaginez si quelque chose leur arrive. Imaginez si elles développent une allergie, une infection. Vous ne vous le pardonneriez jamais, et moi, en tant que médecin responsable, non plus. » Alexandre se passe la main dans les cheveux. La fatigue ne le laisse pas bien réfléchir. « Que pensez-vous que je devrais faire? Qu'elle n'ait plus de contact direct avec les petites, pour leur bien. En attendant, je vais ajuster la médication. Être que c'était ça qui manquait. » Dans la chambre, Marie sent un frisson. Quelque chose ne va pas. Isabelle bouge un petit peu dans ses bras,
mais continuent de dormir. « Madame Gisèle, murmure-t-elle. La docteure leur donne toujours des médicaments aux petites, tous les jours, jeune fille. Elle dit que c'est pour les calmer, mais ça n'a jamais bien marché. Et aujourd'hui, elle leur a déjà donné? Pas encore. Elle vient d'arriver. » Marie reste pensive. Les jumelles ont dormi sans aucun médicament, juste avec de la tendresse, juste avec son toucher. C'est alors qu'Alexandre revient dans la chambre avec un visage sérieux. « Marie, dit-il à voix basse, merci pour l'aide. Mais Ladré, Valérie a raison. Il vaut mieux que vous ne touchiez plus les petites. » Le cœur de Marie se brise. « Mais monsieur Alexandre, elles vont bien. Je sais, mais ça peut être dangereux. Vous n'êtes pas médecin. Ça a pu être de la chance ou quelque chose qui leur fera du mal plus tard. » Marie pose délicatement Isabelle dans le berceau. Le bébé continue de dormir. « Je comprends, monsieur Alexandre, mais ses yeux disent tout. Elle ne comprend rien. Elle sait qu'elle a aidé ces petites créatures. Et maintenant, on l'éloigne. » C'est pourquoi Valérie entre dans la chambre avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Je vais administrer les médicaments des petites maintenant », annonce-t-elle en sortant 2 seringues de sa trousse médicale. « Elles dorment. »« Docteur », commande Gisèle. « C'est justement le meilleur moment pour administrer les médicaments. Elles dormiront encore plus profondément. » Marie observe tout. Un malaise grandit dans sa poitrine. Quelque chose dans ses seringues ne semble pas aller. « Avec votre permission », dit-elle à voix basse et sort de la chambre. Dans le couloir, elle entend Valérie parler à voix basse, plus pour elle-même. Celle-là a presque tout gâché. Mardi, 6 heures du matin. Marie arrive au travail le cœur lourd. Tout le week-end, elle n'a pas pu s'empêcher de penser aux jumelles. Ont-elles dormi? Vont-elles bien? Quand elle entre dans le manoir, elle entend exactement ce qu'elle attendait et redoutait. Les pleurs. Isabelle et Sophie pleurent dans leur chambre, plus fort et plus désespérément qu'avant. C'est comme si elles étaient revenues à l'état d'avant, en pire, commande Gisèle en voyant Marie. Monsieur est de nouveau anéanti, et la docteure a augmenté la dose de médicaments. Elle a dit que c'était nécessaire pour compenser ce qui s'est passé vendredi. Marie fronce les sourcils. Compenser? Pourquoi aurait-il fallu compenser le fait que les jumelles aient dormi? À 7 heures pile, Ladré. Valérie arrive. Aujourd'hui, elle est différente, plus déterminée, plus sérieuse. Où est l'aide ménagère? Demande-t-elle à Gisèle. Elle nettoie le salon, docteur. Appelez-la. J'ai besoin de lui parler. Marie monte les escaliers le cœur battant. Valérie l'attend dans le couloir, bras croisés, air sévère. Marie, c'est bien ça? Oui. Docteur, j'ai besoin de vous dire quelque chose très clairement. Vous ne pouvez en aucun cas toucher les enfants de cette maison. Ce sont des bébés fragiles, nés prématurément. Tout contact inapproprié peut entraîner une infection grave. Mais, docteur, j'ai juste aidé. Vous n'avez aidé en rien. Vous avez créé un problème. Les petites ont passé le week-end agitées parce que leur organisme a été altéré. Altéré par des parfums bon marché, des produits de nettoyage, des bactéries. Vous nettoyez des maisons, n'est-ce pas? Vos mains transportent des germes qui peuvent être dangereux pour les bébés. Chaque mot de Valérie est comme une gifle pour Marie. La docteure parle avec une autorité qui ne laisse aucune place au questionnement. Vous avez bien compris? Vous ne touchez pas les petites. Vous n'entrez pas dans leur chambre. Si je découvre que vous avez désobéi, je dirai à monsieur Alexandre de vous renvoyer immédiatement. Oui, docteur. Parfait. Maintenant, je vais m'occuper de mes patientes. Valérie entre dans la chambre des jumelles et ferme la porte. Marie reste dans le couloir, humiliée et confuse. A-t-elle vraiment fait quelque chose de mal? A-t-elle blessé les bébés sans le vouloir? À l'intérieur de la chambre, Valérie sort une seringue de sa trousse. Mais ce n'est pas la même qu'Alexandre a vue vendredi. Celle-ci est différente, avec un liquide transparent qui n'a rien de calmant. « Maintenant, nous allons résoudre ce petit problème », murmure-t-elle, en versant le contenu dans le biberon d'Isabelle. Le liquide est un stimulant doux qui n'a pas de goût, mais qui rend les bébés agités pendant des heures. Valérie l'utilise à petite dose depuis 3 mois, depuis la naissance des jumelles. Son plan était simple, maintenir les petites dépendantes de ces médicaments, devenir indispensable pour Alexandre, et, au bon moment, trouver le remède et l'épouser par gratitude. Mais vendredi, une simple aide ménagère a failli détruire 3 ans de planification. Aujourd'hui, Valérie double la dose. Les jumelles vont passer une semaine terrible, et quand elle ajustera de nouveau les médicaments, Alexandre se jettera à ses pieds de gratitude. « Voilà, mes petites », murmure-t-elle au bébé. « Papa va voir que seule tante Valérie peut s'occuper d'elle. » Isabelle et Sophie prennent les biberons empoisonnés sans le savoir. Dans 1 heure, l'effet commencera. Dans 2 heures, elles crieront comme jamais auparavant.
Dans le couloir, Marie nettoie le sol en écoutant les gémissements qui commencent déjà à devenir plus forts. Le cœur lui serre, mais elle ne peut rien faire. On le lui a interdit. À 10 heures, Alexandre arrive du bureau et trouve ses filles dans une crise pire que toutes les autres. « Valérie !» crie-t-il au téléphone. « Elles sont terribles. Quel médicament leur as-tu donné ? Calme-toi, Alexandre, c'est normal. Leur organisme a été altéré par le contact de vendredi. Maintenant, je le corrige. Ça va empirer avant de s'améliorer. Ça va empirer. Malheureusement, oui. Mais faites-moi confiance. Je suis médecin depuis 15 ans. Je sais ce que je fais. » Alexandre raccroche et s'effondre dans le fauteuil de la chambre. Les jumelles pleurent depuis 4 heures d'affilée. C'est mardi, et elles ne dorment pas bien depuis dimanche. Elles vont mourir si ça continue, murmure-t-il, la voix brisée par le désespoir. Dans le couloir, Marie entend tout et sent les larmes couler sur son visage. Elle sait qu'elle pourrait aider. Elle sait que les jumelles se calmeraient dans ses bras, mais elle a l'interdiction de les toucher. C'est alors qu'elle remarque quelque chose qui la laisse encore plus intriguée. Dans la poubelle de la salle de bain, elle voit un flacon vide de calmant pour enfants, le même médicament que la docteure a dit avoir donné aux petites. Si elle leur a donné le calmant, pense Marie, pourquoi le flacon est-il vide dans la poubelle? Et pourquoi les petites vont-elles plus mal? La graine du soupçon commence à naître dans le cœur de Marie. Quelque chose ne va pas. Et si la personne qui devrait s'occuper des jumelles leur faisait en réalité du mal? Les pleurs des bébés résonnent dans le manoir comme un cri de détresse. Un cri que seule Marie semble comprendre, mais auquel il lui est interdit de répondre. « Elles vont mourir si ça continue !» crie Alexandre au téléphone à Valérie. Et pour la première fois, Marie se demande « Serait-ce exactement l'intention ?» Mercredi midi. Marie travaille au rez-de-chaussée du manoir, écoutant les pleurs des jumelles qui ne s'arrêtent pas depuis 8 heures d'affilée. C'est un son qui lui perce l'âme, principalement parce qu'elle sait qu'elle pourrait aider. Gisèle apparaît dans la cuisine, son carnet à la main et une expression inquiète. « Jeune fille, puis-je vous parler ?»« Bien sûr, Madame Gisèle. Je trouve très étrange ce qui se passe. Les petites n'ont amélioré que lorsque vous vous en êtes occupé vendredi et le week-end. Elles ont été pires que jamais. » Marie s'arrête de nettoyer et regarde la gouvernante. « Vous aussi, vous avez trouvé ça étrange ? Trop. Et il y a autre chose. » Gisèle regarde autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoute. « Ça fait 20 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu un bébé pleurer autant. Alors ce n'est pas normal ? Normal, non. Et autre chose qui m'a interpellé. La docteure vient toujours ici tous les jours maintenant, mais avant la naissance des petites, elle n'apparaissait que quand monsieur l'appelait. Marie sent son cœur s'accélérer. Elle n'est pas folle. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Madame Gisèle, vous notez tout dans ce petit carnet, n'est-ce pas? J'écris. Oui, c'est une vieille habitude. Je note qui vient, qui part, à quelles heures. Et pouvez-vous me dire à quelle heure la docteure arrive et à quelle heure les petites commencent à pleurer plus fort? Gisèle ouvre le carnet et feuillette les pages. Regardez ici. Lundi, la docteure est arrivée à 7 heures, a donné des médicaments à 7h30. Les petites ont commencé à crier comme des folles à 8h30. Et hier, mardi, la docteure est arrivée à 7 heures, a donné des médicaments à 7h15. Les petites ont commencé à s'agiter à 8h15. Toujours 1 heure après le médicament. Toujours. Mais ça doit être normal, non? Parfois, le médicament met du temps à faire effet. Marie fronce les sourcils. Si le médicament est pour calmer, pourquoi les jumelles vont-elles plus mal après? Madame Gisèle, avez-vous vu quel médicament la docteure jette à la poubelle? Comment ça? J'ai vu des flacons de calmant pour enfants dans la poubelle de la salle de bain. Si elle donne du calmant au bébé, pourquoi les flacons sont-ils vides dans la poubelle? Gisèle reste pensive. Maintenant que vous le dites, c'est aussi un peu étrange. Pourquoi jeter un médicament non utilisé? C'est alors qu'ils entendent des pas rapides dans l'escalier. Alexandre descend en courant, les cheveux en désordre, la chemise froissée. « Gisèle, où est Valérie? Je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Elle n'est pas encore arrivée aujourd'hui, monsieur. Les petites pleurent depuis 8 heures. 8 heures, Gisèle. Elles vont faire des convulsions si ça continue. » Marie sent sa poitrine se serrer en voyant son désespoir. « Monsieur Alexandre, dit-elle à voix basse, puis-je suggérer quelque chose? »« Quoi? Et si vous essayez de ne pas leur donner les médicaments aujourd'hui, juste pour voir si ça fait une différence ?» Alexandre la regarde comme si elle avait suggéré une folie. « Marie, elles sont comme ça justement parce qu'elles ont besoin des médicaments. Valérie a expliqué que leur organisme est, comme elle a dit, altéré. Mais, et si ce n'est pas ça? Et si c'est le médicament qui leur fait du mal? Marie, Alexandre élève la voix. Valérie est une docteure diplômée. Elle sait ce qu'elle fait. Marie baisse la tête.
Mais le soupçon dans son esprit ne fait que grandir. Le téléphone sonne et Alexandre court pour répondre. « Valérie, Dieu merci, vous devez venir ici d'urgence. Les petites sont terribles. » « Calme-toi, Alexandre. J'arrive dans une demi-heure. En attendant, vous pouvez leur donner une autre dose du médicament. Il est dans le réfrigérateur. » Alexandre va à la cuisine et ouvre le réfrigérateur. Il prend un flacon de liquide transparent. « Gisèle, venez m'aider à donner le médicament au bébé. » Marie observe tout et prend une décision. Elle doit découvrir ce qui se passe réellement. À 14 heures, elle se positionne à la fenêtre du salon, feignant de nettoyer les vitres. De là, elle peut voir la chambre des jumelles à l'étage. 15 minutes plus tard, Valérie arrive. Marie remarque qu'elle ne semble pas préoccupée comme elle devrait l'être. En fait, elle semble même soulagée. Depuis la fenêtre, Marie peut voir Valérie entrer dans la chambre des jumelles. Elle observe, et ce qu'elle voit la glace. Valérie n'examine pas les bébés, ne vérifie pas la température, n'écoute pas leur cœur, rien. Elle sort simplement quelque chose de sa trousse médicale et l'applique dans les biberons. « Madame Gisèle » appelle Marie à voix basse, « Venez voir quelque chose. » Gisèle s'approche de la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est ? » « Regardez là-haut. » La docteure n'examine pas les petites. Elle met juste quelque chose dans les biberons. Gisèle observe et fronce les sourcils. C'est étrange. Elle ne devrait pas examiner avant de donner des médicaments. À ce moment, elle voit Valérie sortir de la chambre et discuter avec Alexandre dans le couloir. Elles ne peuvent pas entendre, mais à son expression, elle le rassure sur quelque chose. « Madame Gisèle, quand la docteure partira, pouvez-vous me montrer le médicament qu'elle a laissé ? » « Oui, je peux. » 1 heure plus tard, Valérie sort de la maison. Gisèle et Marie montent à la chambre des jumelles. « Regardez ici. » Gisèle montre le flacon dans le réfrigérateur de la chambre. C'est ce qu'elle laisse toujours. Marie prend le flacon et lit l'étiquette. « Calmant naturel pour enfants », lit-elle à voix haute. « Mais regardez ça, Madame Gisèle. » Elle lui montre l'arrière du flacon. Le capuchon est forcé. Quelqu'un l'a ouvert et refermé. « Comment savez-vous ? Je nettoie des maisons depuis des années. J'ai appris à faire attention à ces choses. Quelqu'un a trafiqué ce flacon. » Gisèle regarde de plus près. « Vous avez raison. Le capuchon est un peu de travers. » C'est alors qu'elles entendent un pleur différent venant des berceaux. Isabelle et Sophie commencent à s'agiter de nouveau. « 1 heure après le médicament, » murmure Marie, exactement comme vous l'avez noté. « Mon Dieu, » murmure Gisèle. « Madame Gisèle, pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? » « Quoi ? Demain, quand la docteure viendra, faites semblant d'avoir oublié quelque chose dans la chambre et restez observer comment elle met quelque chose dans le médicament, mais sans qu'elle s'en rende compte. Et si elle s'en rend compte, alors nous saurons qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » Jeudi, 6h30 du matin. Marie arrive au travail, anxieuse de savoir comment les jumelles ont passé la nuit. Gisèle l'accueille à la porte avec une expression soulagée. « Jeune fille, c'est bien que vous soyez là. Comment s'est passée la nuit ? Monsieur ne leur a pas donné le médicament la nuit dernière. Et devinez ce qui s'est passé ? Quoi ? Les petites ont dormi 6 heures d'affilée. 6 heures ! Première fois depuis des mois. Marie ressent un mélange de soulagement et de confirmation de ses soupçons. Et ce matin, elles dorment encore. Mais la docteure est arrivée il y a une demi-heure. Elle est là-haut. Vous avez réussi à l'observer ? J'ai réussi, et vous ne croirez pas ce que j'ai vu. Gisèle tire Marie dans un coin de la cuisine et murmure. Elle a sorti une seringue de sa trousse et a appliqué quelque chose dans le flacon de médicaments. Quelque chose qu'elle a apporté de l'extérieur. Vous êtes sûr ? Absolument. J'ai vu comment elle a percé le capuchon du flacon avec la seringue et a injecté un liquide transparent. Sainte Vierge. Et il y a plus. Après l'application, elle a goûté une goutte sur sa langue. Elle a goûté pour voir si ça avait du goût. Je l'ai vue faire une grimace d'approbation, comme si elle vérifiait que ce n'était pas perceptible. Marie sent le sang se glacer. Une docteure n'aurait pas besoin de goûter un médicament sur sa langue, à moins qu'elle ne mélange quelque chose qui ne devrait pas être là. Madame Gisèle, nous devons parler à Monsieur Alexandre. Il ne nous croira pas. Alors nous avons besoin de plus de preuves. C'est alors qu'elles entendent des pas descendre l'escalier. Valérie apparaît dans la cuisine avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Bonjour les filles. Les petites vont très bien aujourd'hui. Elles dorment comme des anges. »« C'est bien, docteur, » répond Gisèle en essayant de dissimuler. « Je vais laisser le médicament habituel. Vous pouvez l'appliquer toutes les 4 heures. » Valérie sort de la maison. Mais cette fois, Marie remarque quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. La docteure porte 2 sacs, sa trousse médicale officielle, et un petit sac isotherme. « Madame Gisèle, vous avez vu ce sac isotherme ? » « Oui, je l'ai vu.
Les médecins emportent un sac isotherme chez les patients? Non, que je sache. Le médicament normal n'a pas besoin de réfrigération spéciale. Alexandre apparaît dans la cuisine, l'air beaucoup mieux que ces derniers jours. Gisèle, je n'arrive pas à croire que les petites ont dormi toute la nuit. Eh bien oui, monsieur, c'est bien, non? Valérie a dit que c'est parce que le nouveau médicament fonctionne. Marie et Gisèle échangent des regards. Elles savent que ce n'est pas le médicament qui a fonctionné, mais son absence. Monsieur Alexandre, se risque Marie, ne trouvez-vous pas étrange qu'elle n'ait amélioré que lorsqu'elles n'ont pas pris le médicament la nuit? Mais si, elles l'ont pris. Valérie a ajusté la formule. Mais vous-même avez dit que vous ne leur aviez pas donné le médicament la nuit dernière. Alexandre s'arrête et réfléchit. C'est vrai, je ne leur ai pas donné. J'avais complètement oublié. J'étais si fatigué. Et elles ont amélioré? C'était une coïncidence? Monsieur Alexandre, s'immisce Gisèle dans la conversation. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr. En 20 ans de travail ici, j'ai appris à observer et il y a certaines choses qui m'interpellent. Quelles choses? La docteure met toujours quelque chose dans le médicament avant de le laisser ici et les petites s'aggravent toujours exactement 1 heure après l'avoir pris. Alexandre fronce les sourcils. Gisèle, êtes-vous en train de suggérer quoi? Je ne suggère rien, monsieur. Je dis juste ce que je vois. À ce moment, les pleurs des jumelles recommencent là-haut. Isabelle et Sophie se sont réveillées et commencent déjà à s'agiter. Déjà, soupire Alexandre. Je vais leur donner les médicaments. Monsieur Alexandre, dit Marie rapidement, et si nous essayons encore une fois de ne pas leur donner, juste pour être sûr? Marie, s'il vous plaît, juste aujourd'hui. Si elles vont très mal, vous leur donnez les médicaments immédiatement. Alexandre est tiraillé. D'un côté, l'orientation médicale de Valérie. De l'autre, l'évidence de ses propres yeux. D'accord, mais si elles vont très mal, je leur donne les médicaments. Marie sent un espoir grandir dans sa poitrine. Être qu'aujourd'hui, ils découvriront la vérité. À 10 heures du matin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les jumelles, qui s'étaient réveillées en pleurant, se calment progressivement seules, sans médicaments, sans intervention, juste avec la tendresse de leur père et les soins normaux. Je n'arrive pas à y croire, murmure Alexandre en regardant ses filles tranquilles. Maintenant, vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce médicament? Demande Marie. Alexandre est sur le point de répondre quand le téléphone sonne. Alexandre, c'est Valérie. Comment vont les petites? Elles vont bien. Optimales. Vous leur avez donné le médicament à l'heure? Alexandre regarde Marie et Gisèle qui secouent la tête. Oui, je leur ai donné. Parfait. J'arrive cet après-midi pour voir comment elles réagissent au nouveau traitement. Quand Alexandre raccroche, Marie se rend compte qu'il a menti à Valérie. Pourquoi lui avez-vous menti? Parce que je veux être sûr de quelque chose avant d'accuser une docteure de ce à quoi vous pensez. Et comment allons-nous être sûrs? Alexandre reste silencieux un instant. Nous allons tester le médicament. Jeudi, 14 heures. Alexandre, Marie et Gisèle sont dans la cuisine, regardant le flacon de médicaments que Valérie a laissé. Comment allons-nous tester ça? Demande Alexandre. Mon frère est technicien en pharmacie, dit Gisèle. Il peut l'analyser sans que personne ne le sache, mais ça va prendre du temps. Il y a une autre façon, interrompt Marie. Nous pouvons voir comment les petites réagissent avec et sans le médicament pendant la journée. Comment? Simple. Nous divisons la journée en 2 périodes. Le matin, elles restent sans médicament. L'après-midi, quand la docteure arrive, nous leur donnons le médicament et nous voyons la différence. Alexandre considère la proposition. Et si elles vont mal, alors nous arrêtons immédiatement et appelons un autre médecin. D'accord, nous allons essayer. Pendant toute la matinée, les jumelles restent tranquilles, font leurs besoins normalement, prennent leur lait sans problème, dorment quand elles doivent dormir. Comportement de bébé en bonne santé. À 14h30, Valérie arrive pour la visite de l'après-midi. « Comment vont mes petites patientes ?»« Bien », répond Alexandre en l'observant attentivement. « Optimal, le médicament fonctionne parfaitement. » Alors, Valérie monte dans la chambre des jumelles. Alexandre, Marie et Gisèle restent en bas, attendant. Une demi-heure plus tard, Valérie descend. « Voilà, j'ai appliqué la dose de l'après-midi. Elles vont être très tranquilles maintenant. » Dès que Valérie sort de la maison, les 3 montent en courant dans la chambre. Les jumelles sont dans leur berceau, apparemment normal. Mais Alexandre remarque quelque chose. Regardez leurs yeux. Isabelle et Sophie ont les yeux plus ouverts que la normale, un peu vitreux, comme si elles voyaient des choses qui n'existent pas. « C'est normal ?» demande Alexandre. « Non », répond Marie. Les bébés normaux n'ont pas ce regard. 15 minutes plus tard, comme une horloge, les pleurs commencent. Mais ce n'est pas un pleur normal de bébé.
C'est un pleur désespéré de quelqu'un qui se sent mal. « Maintenant, j'en suis sûr, » dit Alexandre d'une voix tremblante de rage. « Elle empoisonne mes filles. Que allons-nous faire ?» demande Gisèle. « Nous allons le prouver. » Alexandre prend le téléphone et appelle un médecin privé qu'il connaît. « Docteur Marc Lalonde, c'est Alexandre Tremblay. J'ai besoin que vous veniez chez moi d'urgence pour examiner mes filles. » « Non, ce n'est pas une urgence, mais c'est important. Pouvez-vous venir aujourd'hui ?» Pendant qu'Alexandre parle au téléphone, Marie entend un bruit étrange dans le jardin. Elle regarde par la fenêtre et voit Valérie debout derrière l'arbre, observant la maison. « Madame Gisèle, » murmure-t-elle, « regardez dehors. » Gisèle regarde et pâlit. Elle nous espionne. Pourquoi? Parce qu'elle sait que nous avons découvert quelque chose. À ce moment, Alexandre raccroche. Le docteur. Lalonde vient à 16 heures. Nous allons savoir exactement ce qu'ont les petites dans le sang, mais ils ne savent pas que Valérie a tout entendu depuis la fenêtre ouverte et qu'elle planifie déjà son prochain mouvement. À 15h45, 15 minutes avant l'arrivée du docteur Lalonde, le téléphone sonne. « Alexandre, la police du quartier. Nous avons reçu une plainte grave concernant votre maison. » « Quel genre de plainte ? » « Quelqu'un a signalé qu'une de vos employées donnait des médicaments sous ordonnance à vos filles sans prescription médicale. » Alexandre reste glacé. « C'est un mensonge, monsieur. Nous devons venir vérifier. C'est le protocole. Nous sommes déjà en route. » Alexandre raccroche et regarde Marie et Gisèle, désespérés. « Quelqu'un nous a dénoncés. »« Qui ?» demande Marie. Mais au fond d'elle, elle connaît déjà la réponse. 20 minutes plus tard, 2 voitures de police s'arrêtent devant le manoir. 4 policiers montent dans la chambre des jumelles, où ils trouvent Alexandre, Marie et Gisèle s'occupant des bébés qui pleurent. « Qui est l'employé responsable des soins médicaux des enfants ?» demande le sergent. « Personne », répond Alexandre. « Elles sont soignées par une docteure. » Nous avons des informations selon lesquelles cette dame, il pointe Marie, administre des médicaments sans autorisation. C'est un mensonge. C'est alors que Valérie apparaît à la porte, accompagnée d'un autre policier. « Sergent, comme je l'ai signalé au téléphone, j'ai trouvé des preuves que cet employé droguait les enfants. » Elle ouvre sa trousse médicale et en sort un flacon de médicaments sous ordonnance. J'ai trouvé ceci caché chez elle. Marie est sous le choc. Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ce flacon de ma vie. Et j'ai aussi trouvé ceci. Valérie montre un papier. Des notes de Marie sur les doses de médicaments. Alexandre prend le papier des mains du policier. C'est une fausse ordonnance médicale, avec des traitements pour Isabelle et Sophie, signée par Drey. Marie Dubois. « Marie, » murmure Alexandre, « comment as-tu pu ?»« Monsieur Alexandre, je jure sur l'âme de ma mère que je n'ai jamais écrit ça. Je ne sais pas écrire d'ordonnance, je ne suis pas médecin. »« Madame, » dit le sergent, « vous devez venir avec nous pour clarifier la situation. Je suis innocente, c'est elle qui a mis ces choses. » Mais pendant qu'on emmène Marie, Valérie s'approche d'Alexandre. « Désolé, Alexandre. Je sais que vous lui faisiez confiance. Mais je ne pouvais pas laisser vos filles courir un risque. » Alexandre regarde les jumelles, qui continuent de pleurer, et Valérie, qui semble maintenant être la seule personne en qui il peut avoir confiance. Il ne remarque pas le sourire discret de satisfaction sur le visage de la docteure. Vendredi, 8 heures du matin. Marie se réveille dans une cellule froide du poste de police après une nuit qui semblait ne jamais finir. Elle a passé des heures à essayer d'expliquer aux enquêteurs qu'elle était victime d'un piège, mais personne ne la croit. « Dubois, visite », crie le policier. Elle se lève, s'attendant à voir Alexandre, ou peut, être le docteur, Marc Lalonde, qui pourrait confirmer son innocence. Mais c'est sa mère, Madame Carmen Leclerc, le visage rouge de honte et de rage. « Maman, » murmure Marie, « ne me dites pas. »« Marie, » explose Madame Carmen, « comment as-tu pu faire une chose pareille? Empoisonner de petites créatures. Maman, je n'ai rien fait. C'est la docteure qui m'a tendu un piège. Arrête de mentir. C'est sorti dans le journal, à la télévision. Tout le monde dans notre quartier sait que tu as falsifié des ordonnances médicales. » Marie sent le monde s'effondrer. Si sa propre mère ne la croit pas, qui la croira? « Maman, s'il te plaît, écoute-moi un instant. Je ne veux rien entendre. Tu as déshonoré notre famille. Tes frères ne peuvent même pas sortir de la maison. Mais je te jure que pour moi, tu es déjà morte. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. » Madame Carmen sort en claquant la porte. Marie s'effondre sur le sol de sa cellule et pleure comme jamais elle n'a pleuré de sa vie. À midi, l'avocat de l'aide juridique arrive pour discuter avec elle. C'est un homme fatigué qui semble avoir vu de nombreux cas similaires. « Marie, je vais être direct avec vous. La situation est compliquée. Ils ont des preuves physiques contre vous. Mais je suis innocente. Écoutez,
Les fausses ordonnances médicales sont un crime grave. Ça peut être de 2 à 8 ans de prison. Quelqu'un a mis ces choses-là. La docteure a tout monté. Avez-vous des preuves? Marie reste silencieuse. Comment prouver quelque chose depuis l'intérieur d'une cellule? Et les enfants? Demande-t-elle. Comment vont-ils? Ce n'est pas mon domaine. Mon travail est de vous défendre du crime que vous avez prétendument commis. Prétendument? Eh bien, techniquement, vous êtes toujours innocente jusqu'à ce que vous soyez jugée. Mais les preuves? Il n'a pas besoin de terminer sa phrase. Marie comprend que même son propre avocat ne la croit pas. Le soir, une détenue plus âgée s'approche d'elle dans la cellule. Première fois ici? J'espère que ce sera la dernière. Tout le monde dit ça. Quel crime? Ils disent que j'ai falsifié des ordonnances médicales pour droguer des bébés. La femme fait une grimace de dégoût. Toucher aux enfants, c'est grave ici. Si vous avez vraiment fait ça, je ne l'ai pas fait. J'aime ces enfants plus que ma propre vie. Alors quelqu'un vous a bien eu. Marie passe une autre nuit sans dormir, pensant à Isabelle et Sophie. Pleurant-elle de nouveau? Valérie leur aura-t-elle redonné les stimulants? Alexandre aura-t-il remarqué quelque chose? Le samedi matin, la nouvelle la plus redoutée arrive par une garde. Ces bébés que vous avez empoisonnés ont été hospitalisés cette nuit. Le cœur de Marie s'arrête. Quoi? Ils sont en unité de soins intensifs, pédiatriques, convulsions, fièvre très élevée. Les médecins pensent que c'était une surdose des médicaments que vous leur avez donnés. Marie crie et court vers les barreaux de sa cellule. Non! Je ne leur ai donné aucun médicament. Laissez-moi sortir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Tais-toi! Tu n'iras nulle part. Ils vont mourir. Vous ne comprenez pas. C'est la docteure qui les tue. Mais personne n'écoute. Pour tous, elle n'est qu'une criminelle de plus essayant d'échapper à ses responsabilités. Marie s'effondre sur le sol de sa cellule en sanglotant. Isabelle et Sophie sont en train de mourir et la personne qui peut les sauver est enfermée en prison. De l'autre côté, dans les couloirs de l'hôpital, Alexandre fait les 100 pas comme un fou. Ses filles sont branchées à des appareils, luttant pour leur vie. « Comment cela s'est-il produit, Valérie ?» demande-t-il pour la 10e fois. « Alexandre, je vous ai prévenu, l'aide ménagère les a droguées pendant des semaines. Leur organisme a accumulé la substance et maintenant elles ont une réaction. Mais elles s'amélioraient. C'était l'effet de la drogue. Maintenant que nous avons arrêté de la leur donner, leur corps est en sevrage. » Alexandre accepte l'explication parce qu'il n'a pas d'autre option. Valérie est médecin. Elle sait de quoi elle parle. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à cet exact moment, Valérie administre des doses encore plus importantes de stimulants aux jumelles. Son plan est simple. Faire en sorte que les bébés aillent si mal qu'ils l'épousent par désespoir et gratitude quand elle les guérira enfin. En prison, Marie reçoit une autre nouvelle dévastatrice. « Dubois, votre affaire est devenue nationale. Vous êtes la femme la plus haïe du Québec maintenant. » Et c'était vrai. L'histoire de l'aide ménagère qui a empoisonné les bébés jumelles d'un homme d'affaires passait sur toutes les chaînes de télévision. Sa photo était dans tous les journaux et sites web. Des protestations se sont formées devant le poste de police, réclamant justice. « Meurtrière de bébés !» crie quelqu'un de la rue. « La prison pour elle !» Marie se recroqueville dans le coin de sa cellule. Sa vie est devenue un enfer public, tandis que la vraie coupable est traitée en héroïne pour avoir essayé de sauver les enfants. Mais le pire de tout est de savoir que pendant qu'elle pourrit dans une cellule, Isabelle et Sophie sont en train de mourir dans les bras de celle qui les a vraiment empoisonnées. « Mon Dieu !» murmure-t-elle dans l'obscurité de la cellule. « Si tu existes vraiment, protège ces petites créatures. Elles ne le méritent pas. » Et par un miracle, de l'autre côté de la ville, quelqu'un commence à poser des questions que Valérie n'attendait pas. Dimanche, 6 heures du matin. À l'hôpital Saint-Justin, Alexandre n'a pas quitté ses filles depuis 36 heures. Isabelle et Sophie sont en unité de soins intensifs pédiatriques avec des moniteurs qui affichent des signes préoccupants. Fièvre qui ne baisse pas et petites convulsions qui surviennent par vagues. « Comment vont-elles, docteur ?» demande Alexandre au docteur. Fournier, le pédiatre responsable. Stable, mais toujours préoccupante. Nous aurons les résultats des tests toxicologiques demain matin, et d'ici là, nous les maintiendrons hydratés et surveillés. Leur organisme a besoin d'éliminer ce qui doit l'être naturellement. Alexandre se passe la main sur le visage. 3 jours sans bien dormir, sans manger, sans pouvoir penser à autre chose. Valérie arrive avec une tasse de café. « Alexandre, vous avez besoin de vous reposer un peu. »« Je ne peux pas. »« Regardez-les, Valérie. Je sais que c'est difficile, mais elles vont s'en sortir. Faites-moi confiance. »« Comment êtes-vous si sûr ?»« Parce que je connais ce type d'intoxication. J'ai déjà vu des cas similaires. Ce qu'Alexandre ne sait pas, c'est que Valérie ment. Elle n'a jamais vu de cas similaire,
parce qu'elle a elle-même créé cette situation. Gisèle arrive pour visiter les jumelles. En tant qu'employée de la famille depuis 20 ans, elle a obtenu l'autorisation. Comment s'est passée la nuit, monsieur? Mal, Gisèle. Très mal. Et Marie, elle n'est pas encore venue la voir? Alexandre se sent mal à l'aise après ce qu'il a fait. Monsieur, dit Gisèle à voix basse, puis-je dire quelque chose? En tant que personne qui connaît la famille depuis si longtemps. Dites-moi. J'ai vu Marie avec ses petites. J'ai vu la façon dont elle s'en occupait, la tendresse qu'elle leur portait. Cette jeune femme ne ferait jamais de mal à un enfant. Mais les preuves peuvent être inventées, monsieur. Mais le cœur, non. Et son cœur envers les petites était pur. Alexandre reste pensif. Au fond, lui aussi a des doutes. Gisèle, pensez-vous que je devrais aller lui parler? Je pense que vous devriez au moins entendre sa version. Valérie, qui regardait son cellulaire, entend la conversation et se met en alerte. Alexandre, interrompt-elle, ne pensez-vous pas qu'il est préférable de vous concentrer sur les petites maintenant? Cette femme ne fera que vous angoisser davantage. Peut-être avez-vous raison. Mais Gisèle ne lâche pas l'affaire. Monsieur, puis-je poser une question? Bien sûr. Depuis que Marie a été arrêtée, les petites se sont-elles améliorées ou empirées? La question tombe comme une bombe. Alexandre n'y avait jamais pensé de cette façon. Elles ont empiré. Alors, ce n'est pas étrange. Si elle les empoisonnait vraiment, elle ne devrait pas s'améliorer sans elle? Valérie sent son cœur s'accélérer. La question de Gisèle est dangereuse. Gisèle, répond-elle avec autorité médicale, l'intoxication ne fonctionne pas comme ça. Le corps met du temps à éliminer les substances. Il est normal qu'elles empirent avant de s'améliorer. Ah, j'ai compris. Mais Gisèle n'a rien compris. En réalité, elle est devenue encore plus méfiante. Monsieur, murmure-t-elle quand Valérie s'éloigne, vous ne croyez pas que vous devriez au moins parler à Marie, juste pour être sûr? Alexandre regarde ses filles branchées aux appareils. D'accord, mais juste pour clarifier cette histoire une bonne fois pour toutes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette décision va commencer à défaire 3 ans de mensonges. Lundi, 10 heures du matin. Alexandre est assis dans la salle de visite du poste de police, nerveux et en colère, mais aussi curieux. Quand Marie apparaît, il est impressionné par le changement en elle. En quelques jours, elle semble avoir vieilli de plusieurs années, maigre, pâle, avec des cernes qui parlent d'eux-mêmes. « Monsieur Alexandre, dit-elle à voix basse, Marie, comment vont les petites? Pourquoi cela vous importe-t-il après ce qu'on dit que vous avez fait? Parce que je les aime plus que tout au monde. » Alexandre étudie son visage. Il ne voit pas de malice, pas de mensonge. Il voit une douleur réelle. « Marie, expliquez-moi quelque chose. Si vous aimez vraiment mes filles, pourquoi feriez-vous cela? » Parce que je ne l'ai pas fait, monsieur Alexandre. Je jure sur l'âme de ma mère que je ne ferai jamais de mal à ces petites créatures. Mais ils ont trouvé des preuves qui ont été plantées par la Drée, Valérie Desjardins. Marie, c'est une accusation très grave, je sais, mais c'est la vérité. Marie raconte tout. Les schémas qu'elle et Gisèle ont découverts, les flacons trafiqués, la façon dont les jumelles s'aggravaient toujours après les médicaments. Monsieur Alexandre, vos filles ne s'agitaient qu'après qu'elle leur ait donné les médicaments. Vous l'avez vu vous-même jeudi. Alexandre se souvient, c'est vrai. Quand il n'a pas donné les médicaments, les petites ont amélioré. Mais pourquoi Valérie ferait-elle une chose pareille? Je ne sais pas, je sais juste qu'elle le fait. Avez-vous des preuves depuis l'intérieur d'une cellule? Comment? Alexandre quitte le poste de police, la tête bouillonnante. Les paroles de Marie ont du sens, mais elles sont si graves qu'une partie de lui ne veut pas y croire. De retour à l'hôpital, il trouve le docteur Fournier sortant de la chambre des jumelles. « Docteur, comment vont-elles » ? Curieusement, elles vont un peu mieux aujourd'hui. La fièvre a baissé d'1 degré. Vraiment? Oui. Si ça continue comme ça, nous pourrons être retirés certains moniteurs demain. Alexandre reste pensif. Les petites s'améliorent à l'hôpital, loin de tout médicament de Valérie. Docteur, puis-je poser une question technique? Bien sûr. Si quelqu'un donnait une substance pour maintenir les bébés agités, s'améliorerait-il en cessant de recevoir cette substance? Le docteur Fournier fronce les sourcils. Cela dépendrait de la substance. Mais oui, si c'était un stimulant, par exemple, il se calmerait progressivement en cessant de le recevoir. Et combien de temps cela prendrait-il? Environ 2-3 jours. Pourquoi? Juste par curiosité. Mais ce n'est pas de la curiosité. Alexandre commence à assembler les pièces du puzzle. À ce moment, Valérie apparaît dans le couloir. « Alexandre, comment vont les petites ?»« Mieux. Le docteur a dit que la fièvre a baissé. »« C'est bien, répond-elle,
Mais son expression ne concorde pas avec un soulagement. Valérie, puis-je te poser une question? Bien sûr. Quel type de médicament donnais-tu aux petites à la maison? Un calmant naturel. Pourquoi? Le docteur a dit qu'elles pourraient s'améliorer parce qu'elles ont cessé de recevoir une substance, ne serait-ce pas le contraire? Valérie devient nerveuse. Chaque cas est différent, Alexandre. On ne peut pas généraliser. Mais tu viens de dire que tu connaissais ce type d'intoxication. Je la connais, mais chaque organisme réagit différemment. Alexandre se rend compte que ses réponses ne concordent pas. Valérie, as-tu apporté un médicament à appliquer aujourd'hui? J'ai apporté, mais je vais discuter avec le docteur Fournier. Quel médicament? Un complément vitaminique pour aider à la récupération. Alexandre ne répond pas, mais décide d'observer de plus près. Mardi, 8 heures du matin. Le docteur Fournier appelle Alexandre d'urgence. Monsieur Tremblay, j'ai besoin de vous parler. Il s'est passé quelque chose. Nous avons les résultats des examens toxicologiques de vos filles. Alexandre sent son estomac se serrer. Elles ont de l'amphétamine dans le sang. L'amphétamine est un stimulant très puissant. Chez les bébés, elle peut causer exactement les symptômes que vos filles ont présentés. Docteur, d'où cela aurait-il pu venir? Seuls les médecins ont accès à l'amphétamine pure, et d'après les niveaux que nous avons trouvés, l'application est faite régulièrement depuis environ 2 mois. Alexandre sent ses jambes trembler. 2 mois, c'est quand Valérie a commencé à les traiter. Qui est Valérie? La docteure privée de la famille. Le docteur Fournier devient sérieux. Monsieur Tremblay, je dois vous informer que nous allons signaler cela aux autorités. C'est un empoisonnement de mineurs. À ce moment, Valérie apparaît dans le couloir. Alexandre, comment vont mes petites patientes aujourd'hui? Valérie, dit-il d'une voix contrôlée. Le docteur veut te parler. Avec moi? À propos de quoi? Le docteur. Fournier se présente. Docteur, je suis le docteur Fournier, responsable de l'unité de soins intensifs. Je dois clarifier certains points concernant le traitement que vous donniez aux enfants. Bien sûr. Quel point? Nous avons trouvé de l'amphétamine dans leur sang. Valérie pâlit, mais essaye de dissimuler. Amphétamine? Impossible. Je ne leur donnais qu'un calmant naturel. Vous avez la prescription de ce calmant? J'ai, bien sûr. Elle cherche dans son sac, mais prend plus de temps que la normale. C'est étrange. Je crois que je l'ai oublié à mon cabinet. Docteur, continue le docteur Fournier. La quantité d'amphétamine indique une application régulière depuis 2 mois. Pouvez-vous expliquer cela? Ça doit être l'aide ménagère. C'était elle qui droguait les enfants. Mais l'aide ménagère est en prison depuis 5 jours. Et le niveau d'amphétamine dans le sang indique une application récente. Valérie reste sans réponse. Docteur, j'aurais besoin que vous accompagniez notre enquête. Une enquête? L'empoisonnement de mineurs est un crime grave. La police voudra vous parler. C'est alors que Valérie se rend compte que son monde s'effondre. Mais elle ne confesse pas encore, elle essaie toujours de se défendre. C'est un malentendu. Je suis médecin respecté depuis 15 ans. C'est justement pour cela que c'est plus grave, répond le docteur Fournier. Alexandre, qui a tout écouté en silence, prend enfin la parole. Valérie, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Tu donnais de l'amphétamine à mes filles? Alexandre, je n'ai jamais. Regarde-moi dans les yeux. Valérie essaye de soutenir son regard, mais ne peut pas. Je peux expliquer. Alors explique. Mais au lieu de confesser, elle essaye de s'enfuir. J'ai besoin d'aller chercher des documents à mon cabinet. Je reviens tout de suite. Vous n'irez nulle part, dit le docteur Fournier. La sécurité de l'hôpital a déjà été contactée. C'est alors que Valérie comprend qu'il n'y a plus d'issue. Mardi, 14 heures, dans la salle de sécurité de l'hôpital. Valérie est assise entre Alexandre, le docteur, Fournier et 2 enquêteurs de la police. Elle essaye toujours de nier tout. Je n'ai jamais donné d'amphétamine à ces enfants, insiste-t-elle. Docteur, dit l'un des enquêteurs, nous avons le résultat toxicologique. Nous avons les déclarations du père et nous avons votre présence constante à la maison pendant la période d'intoxication. Coïncidence? Avez-vous une explication pour l'amphétamine dans le sang des bébés? C'était l'aide ménagère. L'aide ménagère n'a pas accès à l'amphétamine médicale. Vous, oui. Valérie reste silencieuse. Alexandre n'en peut plus. Valérie, pour l'amour de Dieu, arrêtez ce mensonge. Mes filles ont failli mourir. Je ne voulais pas qu'elles meurent. La phrase sort avant qu'elles ne s'en rendent compte. C'est la première brèche dans sa version. Alors, vous admettez que vous leur avez donné quelque chose? Demande l'enquêteur. Valérie se rend compte de son erreur et tente de se rétracter. Je ne voulais pas dire que personne ne voulait qu'elle meure. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Si, Alexandre se lève, nerveux. Valérie, vous êtes médecin. Vous savez que mentir dans une enquête criminelle est pire pour vous.
Je ne mens pas. Alors expliquez-moi pourquoi mes filles n'ont amélioré que lorsqu'elles ont cessé de prendre vos médicaments. Elles ne se sont pas améliorées. Si. Jeudi, quand je ne leur ai pas donné vos médicaments, elles ont dormi toute la nuit. C'était une coïncidence. Et ici, à l'hôpital, sans vos médicaments, elles s'améliorent chaque jour. Valérie est acculée, mais résiste toujours. Alexandre, vous êtes très stressé. Vous ne pensez pas bien. C'est alors que le docteur Fournier intervient. Docteur, nous avons les caméras de sécurité de l'hôpital. Vous avez été vu en train d'administrer quelque chose aux enfants hier soir, lors du changement de garde. Le sang de Valérie se glace. Quelle caméra? L'unité de soins intensifs est surveillée 24 heures sur 24. Nous voulons savoir ce que vous avez appliqué à 3 heures du matin. Valérie tente un autre mensonge. C'était du sérum. Elles étaient déshydratées. Le sérum n'a pas besoin d'être caché au personnel infirmier. Pourquoi ne l'avez-vous pas communiqué? Valérie n'a pas de réponse. L'enquêteur se penche en avant. Docteur, nous allons vous faciliter les choses. Nous savons que vous avez appliqué de l'amphétamine. Nous avons des preuves. La seule chose que nous voulons savoir maintenant, c'est pourquoi. Valérie regarde autour de la pièce, Alexandre avec de la haine dans les yeux. Le docteur, Fournier secouant la tête, les enquêteurs attendant. Elle comprend que c'est fini. Elle commence d'une voix tremblante. Parlez, Valérie, murmure Alexandre. Au moins cela, vous me le devez. Je l'ai fait parce que les larmes commencent à couler. Parce que je vous aime, Alexandre. Le silence dans la pièce est total. Je vous aime depuis des années, depuis la mort de votre femme. Et j'ai pensé que si je m'occupais des petites, si je devenais indispensable pour elles. Vous avez empoisonné mes filles par amour, murmure Alexandre incrédule. Ce n'était pas pour leur faire du mal, c'était juste pour qu'elles aient besoin de moi, pour que vous voyiez que j'étais importante. Importante? Vous avez failli les tuer. La dose était petite, calculée. Je suis médecin. Je savais ce que je faisais et quand Marie a réussi à les calmer, là, j'ai dû augmenter un peu. Elle allait tout gâcher. Augmenter? Vous avez augmenté la dose de drogue dans mes filles par jalousie? Valérie sanglote maintenant. Je vous aime tellement. Cela fait des années que j'attends une opportunité. Alexandre se lève, tremblant de rage. Ce n'est pas de l'amour, Valérie. C'est de la folie. Si, c'est de l'amour. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. L'amour ne blesse pas des enfants innocents. Je ne voulais pas les blesser, je voulais juste que vous m'aimiez. L'enquêteur fait signe à ses collègues. Docteur, vous êtes arrêté pour tentative d'homicide et exercice illégal de la médecine. Pendant qu'on emmène Valérie, toujours en criant qu'elle aime Alexandre, il reste dans la pièce, anéanti. Docteur, dit-il au docteur, Fournier, j'ai besoin d'aller chercher une personne innocente, qui est en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Allez-y, vos filles sont en sécurité maintenant. Et pour la première fois depuis des mois, Alexandre sait que c'est vrai. Mercredi, 10 heures du matin, Alexandre est au poste de police depuis 3 heures, gérant la paperasse et la bureaucratie. Bien que Valérie ait confessé, libérer quelqu'un de prison n'est pas simple. Monsieur Tremblay, explique le chef de poste, Madame Dubois sera libérée aujourd'hui, mais la procédure contre elle ne sera officiellement classée que dans quelques semaines, et elle peut rester chez elle en attendant. Elle le peut, oui. Et concernant l'indemnisation pour dommages moraux, je m'en occuperai plus tard. Maintenant, je veux juste la faire sortir d'ici. À 11h30, Marie sort enfin de sa cellule. 5 jours qui ont paru 5 ans. Elle porte un sac en plastique avec le peu d'affaires qu'elle avait lors de son arrestation. Quand elle voit Alexandre dans le couloir, elle s'arrête et le regarde. Elle ne sourit pas, ne montre aucun soulagement, juste de la fatigue et une rancœur profonde. Marie, Monsieur Alexandre, vous êtes libre. Valérie a tout confessé. Je sais, le chef de poste me l'a dit. C'était elle qui empoisonnait les petites. Vous aviez raison depuis le début, Marie rit, mais sans aucune joie. Oui, j'avais raison. Mais vous l'avez cru pendant des mois et mois, pas un seul jour. La phrase coupe Alexandre comme un couteau. Marie, je sais que je me suis trompé. Vous vous êtes trompé. Elle secoue la tête. Monsieur Alexandre, vous avez détruit ma vie. Ma propre mère a dit que j'étais morte pour elle. La télévision a dit que j'étais une empoisonneuse de bébés. Je vais arranger tout ça. Comment? Comment allez-vous arranger 5 jours d'enfer? Comment allez-vous faire en sorte que ma mère m'aime de nouveau? Alexandre n'a pas de réponse. Monsieur Alexandre, merci de m'avoir fait sortir de prison, mais maintenant, je veux juste rentrer chez moi et essayer de recoller les morceaux de ma vie. Et les petites? Elles vous manquent. Marie s'arrête à la porte du poste de police. Comment vont-elles? Elles s'améliorent chaque jour.
Sans le poison de Valérie, elle retrouve la santé. C'est bien. Marie, revenez vous en occuper s'il vous plaît. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne vous fais plus confiance. Et elle part, laissant Alexandre seul sur le trottoir, comprenant qu'il sera beaucoup plus difficile de regagner sa confiance qu'il ne l'imaginait. Premier mois, après une semaine d'insistance, Marie accepte finalement de revenir, mais à des conditions strictes. « Je reviens », dit-elle à Alexandre à la porte de sa maison, mais pas comme aide ménagère. « Je m'occupe des petites le jour et je rentre chez moi le soir, tous les jours. »« D'accord. Je veux le double de ce que je gagnais avant. Ce peut être le triple. Et vous arrêtez d'essayer de me parler de sujets personnels. Nous sommes employeurs et employés. C'est tout. » Les premiers jours, la relation entre eux est glaciale. Marie arrive ponctuellement à 7 heures. Elle s'occupe des jumelles avec tout l'amour du monde, mais traite Alexandre comme s'il était invisible. « Bonjour. Bonjour. Les petites ont bien dormi? » « Oui. Elles ont pris leur lait à 5 heures. Merci. Et c'est tout. » Les jumelles, en revanche, s'épanouissent avec Marie de retour. C'est comme si la vie était revenue à la normale pour elles. Elles dorment mieux, mangent mieux, sourient davantage. Mais Marie ne va pas bien. Alexandre se rend compte qu'elle fait des cauchemars. Parfois, elle crie en dormant sur le canapé du salon pendant la sieste des petites. D'autres fois, elle se fige en entendant des sirènes de police. « Marie, vous allez bien? »« Je vais très bien. On dirait que vous n'avez pas dormi. Mes nuits ne sont pas votre problème. » Un après-midi, un journaliste apparaît à la porte du manoir. « Puis-je parler à Marie Dubois ?» Marie devient pâle comme un linge. « Je ne parlerai pas à la presse, » murmure-t-elle à Alexandre. « Laissez-moi faire. » Alexandre sort et parle au journaliste. Quand il revient, il trouve Marie tremblante dans la salle de bain. Ils sont partis. Et s'ils découvrent où j'habite? Et s'ils apparaissent de nouveau chez ma mère? Alexandre voit qu'elle fait une crise d'anxiété. Respirez doucement. Personne ne vous dérangera. Comment pouvez-vous le garantir? Parce que je vais engager de la sécurité pour vous. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est ma responsabilité. Je vous ai mise dans cette situation. C'est la première fois qu'Alexandre assume la vraie culpabilité de ce qui s'est passé. Deuxième mois. La routine reste tendue, mais Alexandre remarque de petits changements. Marie est toujours froide avec lui, mais parfois elle oublie et répond à une question de manière plus naturelle. Comment s'est passé le week-end des petites? Isabelle veut ramper. Elle passe son temps à essayer de se traîner sur le tapis. Vraiment? N'est-elle pas trop petite? Chaque bébé a son propre rythme. Elle est curieuse, tout comme vous. Marie se rend compte que la conversation est sortie du cadre professionnel et redevient froide. Je vais préparer leur purée. Un jour, Alexandre rentre chez lui et trouve Marie en larmes dans le jardin pendant que les jumelles dorment. Il s'est passé quelque chose? Rien que vous ayez besoin de savoir. Marie, vous pleurez. Quelque chose s'est passé. Je suis allé au marché ce matin et tout le monde me regardait. Une dame a dit à son petit-fils que j'étais la femme qui avait empoisonné des bébés. Alexandre sent sa poitrine se serrer. Je suis vraiment désolé. Ça ne sert à rien d'être désolé. Le mal est déjà fait. Je vais donner une entrevue à la télévision. Je vais tout expliquer. Et vous croyez que ça va servir, que les gens vont arrêter de me voir comme un monstre? Alexandre ne sait pas quoi répondre. Marie, laissez-moi vous aider. Vous m'avez déjà trop aidé. Ce soir-là, Alexandre appelle un journaliste bien connu et organise une entrevue pour la semaine suivante. S'il a causé le problème, il va essayer de le résoudre. Troisième mois, l'entrevue d'Alexandre a une bonne répercussion. Il raconte toute l'histoire. Il assume la culpabilité d'avoir cru au mensonge de Valérie et présente des excuses publiques à Marie. Marie Dubois est une femme honnête et travailleuse qui a été victime d'une docteure criminelle. J'ai commis l'erreur de douter d'elle alors que j'aurais dû lui faire confiance. Je lui demande pardon publiquement. Certains journaux publient des reportages sur l'affaire, montrant l'autre côté de l'histoire. Peu à peu, l'opinion publique commence à changer. Mais à la maison, Marie reste distante. « J'ai vu votre entrevue », commente-t-elle un matin, et c'était bien. Mais cela ne change toujours pas ce qui s'est passé. Je sais, mais c'est un début. Ce même mois, quelque chose d'important se produit. Madame Carmen apparaît au manoir. « Je veux parler à ma fille. » Alexandre appelle Marie, qui devient tendue en voyant sa mère. « Maman, je suis venu demander pardon, Marie. » Marie ne répond pas. « J'ai vu son entrevue à la télévision. J'ai compris que tu disais la vérité depuis le début. Vous ne m'avez pas cru quand j'avais le plus besoin de vous. Je sais, et je suis vraiment désolé. Être désolé ne ramène pas les jours que j'ai passés seul en prison. Marie, s'il te plaît, tu es ma fille. Je t'aime.
Vous avez dit que j'étais morte pour vous. Madame Carmen commence à pleurer. J'ai dit des bêtises. J'étais en colère, honteuse, mais tu seras toujours ma fille. Marie pleure aussi, mais ne peut toujours pas pardonner. J'ai besoin de temps, maman. Combien de temps? Je ne sais pas. Je sais juste que ce n'est pas facile de faire confiance à qui que ce soit maintenant. 4e mois. Marie accepte enfin de déjeuner chez sa mère un dimanche. C'est le premier pas vers la réconciliation familiale. « Comment vont les petites ?» demande Madame Carmen. « Magnifique. » Isabelle rampe déjà et Sophie essaie. « Et monsieur vous traite bien ?»« Il me traite bien. Je n'ai pas à me plaindre. »« Marie, puis-je dire quelque chose ?»« Vous pouvez. Je vois dans vos yeux que vous l'aimez. »« Maman, il n'y a rien de mal. C'est un homme bon et célibataire. Il est mon employeur. Je suis employé. Et alors, vous êtes une femme honnête, travailleuse, affectueuse. N'importe quel homme aurait de la chance de vous avoir. » Marie reste silencieuse. Cela fait des mois qu'elle ne pense plus à elle-même comme une femme, seulement comme la gardienne des jumelles. Au manoir, Alexandre change aussi. Il a commencé à observer Marie davantage, non seulement comme la nounou de ses filles, mais comme une personne. Il voit à quel point elle est affectueuse, dévouée, intelligente. Un après-midi, il la trouve en train d'apprendre à Isabelle à applaudir. « Alors, ma petite, applaudis. » Isabelle rit et essaie d'imiter, mais ses petites mains ne se rencontrent pas bien. « Elle apprend vite, » commente Alexandre. « Elles sont très intelligentes, » répond Marie. Les deux, tout comme leur mère. Marie s'arrête de jouer avec Isabelle. « Elles ne sont pas mes filles, mais vous les élevez comme si elles l'étaient. C'est mon travail. » Juste du travail? Marie le regarde dans les yeux pour la première fois depuis des mois. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vois comment vous les regardez, comment vous vous en occupez, comment elle sourit quand elle vous voit. Ce n'est pas seulement du travail, monsieur Alexandre. Et je vois comment elle vous regarde. Pour elle, vous êtes leur maman. Je ne peux pas être la maman d'enfants qui ne sont pas les miens. Si, vous le pouvez. Maman est celle qui s'occupe, qui aime, qui est présente. » Marie tripote nerveusement le jouet d'Isabelle. « Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous sachiez que je vous admire beaucoup. » C'est la première fois qu'Alexandre montre un intérêt romantique, mais de manière subtile. 5e et 6e mois. La relation entre eux se réchauffe peu à peu. Des conversations qui commencent sur les jumelles et se terminent sur des sujets personnels. « Marie, puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez. Aimez-vous votre femme? Pourquoi voulez-vous savoir? Curiosité. » Alexandre réfléchit avant de répondre. « J'ai appris à l'aimer, mais ce n'était pas le coup de foudre. » « Comment ça? » « Le mariage était arrangé par les familles, mais avec le temps, j'ai développé de l'affection, du respect, et quand elle est morte, j'ai pensé que je ne ressentirais plus jamais rien pour personne. Et maintenant, j'ai découvert que je me trompais. » Le cœur de Marie s'accélère. « Alexandre, puis-je terminer? » Elle hoche la tête. « J'ai découvert qu'il est possible d'aimer vraiment. Aimer quelqu'un pour la personne qu'elle est, pour la façon dont elle s'occupe des autres, pour la force qu'elle a. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Je veux en venir au fait que je suis tombé amoureux de vous. » Marie reste silencieuse pendant un long moment. « Vous ne pouvez pas dire ça. » « Pourquoi? » « Parce que j'ai peur. »« De quoi? » « De croire et de découvrir ensuite que vous mentez. »« Je ne mentirai jamais sur ça. Vous avez déjà menti sur d'autres choses. Je n'ai jamais menti. Je me suis juste trompé. Et j'ai appris la leçon. » Quelle leçon? Que faire confiance à quelqu'un, c'est parier sur la personne, même quand tout semble être contre elle. Marie sent ses yeux se remplir de larmes. « Alexandre, je suis aussi tombée amoureuse de vous, mais j'ai très peur. »« De quoi? »« D'être heureuse et de tout perdre de nouveau. »« Vous ne perdrez pas. » »« Comment savez-vous? »« Parce que cette fois, je me battrai pour vous, pour nous. » 8e mois. En août, lorsque les jumelles fêtent leurs 8 mois, Alexandre se déclare enfin vraiment. Ils sont dans le jardin, regardant Isabelle et Sophie essayer de se lever en s'appuyant sur la table basse. « Elles marchent presque », commente Marie. « Et elles parlent aussi. » Isabelle a dit « Maman, hier, c'était pour toi, non ?» Marie sourit. « Ça doit être une coïncidence. » Ce n'était pas le cas. Elle ne te reconnaît pas comme maman. À ce moment, Sophie balbutie maman, regardant directement Marie. « Les deux », murmure Alexandre. Marie ne peut retenir ses larmes. « Alexandre, et si ça tourne mal? Et si ça ne marche pas? Et si ça marche bien ?» Elle le regarde dans les yeux. « Vous m'aimez vraiment? Je t'aime plus que tout, même si je suis pauvre. L'argent ne rend personne meilleur ou pire. Tu as quelque chose que l'argent n'achète pas. Quoi? Un bon cœur. Et c'est ce qui compte. Et votre famille, vos amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que je suis l'homme le plus chanceux du monde. »
Marie finit par sourire. D'accord. D'accord quoi? J'accepte d'essayer. J'accepte de voir si ça peut marcher entre nous. Alexandre la serre dans une étreinte délicate. Je t'aime, Marie. Moi aussi je t'aime. 1 an plus tard, dans le jardin du même manoir où tout a commencé, Alexandre et Marie se marient lors d'une petite cérémonie émouvante. Isabelle et Sophie, maintenant âgées d'1 an et 4 mois, courent dans le jardin, faisant leurs premiers pas hésitants. Madame Carmen est au premier rang, fière de sa fille. Gisèle a été promue gouvernante principale et a reçu une augmentation. La famille d'Alexandre a accepté Marie après l'avoir mieux connue. Pendant la cérémonie, les jumelles font rire tout le monde en criant « maman » au milieu des vœux. Je crois qu'elles approuvent, commente le prêtre en souriant. Après la fête, lorsque les invités partent, la nouvelle famille se réunit dans la chambre des petites. Elles ont tellement grandi, murmure Marie, en voyant les jumelles dormir tranquillement. Et elles grandiront en sachant qu'elles ont été aimées dès leur plus jeune âge par une femme qui a choisi d'être leur maman. Choisie? Oui, parce que maman n'est pas seulement celle qui donne naissance, c'est celle qui choisit d'aimer. Marie sourit et se blottit contre son mari. Merci. De quoi? De m'avoir donné l'opportunité d'être maman et d'être heureuse. Merci à toi de m'avoir appris ce qu'est l'amour véritable. Et loin de là, dans un centre de détention pour femmes, Valérie regarde le journal télévisé qui montre le mariage. Elle a perdu tout ce qu'elle voulait. Alexandre, sa profession, sa liberté, mais justice a été rendue. Au manoir, Isabelle et Sophie dorment en sachant qu'elles sont aimées. Et Marie comprend enfin que parfois la famille que nous choisissons est plus forte que la famille de sang. L'amour a vaincu, et cette fois pour toujours. Avez-vous aimé cette histoire? Valérie a-t-elle eu ce qu'elle méritait ou était-ce insuffisant? Dites-le moi dans les commentaires. À la prochaine histoire.